absolument pas prévu de vous prendre aujourd'hui, samedi, puisque j'ai clôturé mon... Non, on est dimanche, pardon. J'ai clôturé mon vlog qui sera publié là tout à l'heure dans quelques heures à 18 h. Et généralement, le dimanche, je fais pas grand-chose. Enfin, je filme pas grand-chose. Je bouquine, je fais quelques photos pour Instagram. Mais en tout cas, je ne filme pas. Et comme beaucoup, je scrollais bien entendu entre deux pages sur Instagram et j'ai eu envie de commander 2 livres. Enfin, je traînais sur Instagram et sur YouTube, sur la chaîne d'Estelle Petite Lectrice. Et je me suis d'un coup dit, allez vas-y, là t'as envie de commander ces romans, t'as envie de les lire, donc commande-les. Il y a QQ de Camille Emmanuel, dont j'adore la couverture, que je vais vous mettre ou à droite ou à gauche. Je vais essayer de vous lire le résumé. Il est sa création, elle ne sera pas sa créature. Le jour, Marie Couston est prof de français contractuel dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans QQ pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Sans regret et un peu saoul, Marie décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu est assis, attendez, la suite du résumé, est assis sur son canapé. L'homme très beau dans son costume sur mesure hors de prix lui explique alors le plus sérieusement du monde qu'il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance et de ses fantasmes. J'adore la couverture quand je l'ai vu passer, c'est édité chez Verso, quand je l'ai vu passer sur Instagram. Vraiment, il m'a tout de suite attiré ce roman, donc ça fait un moment que je veux le commander et je l'ai cherché sur Vinted, je l'avais trouvé mais à un prix qui ne me convenait pas, donc je me suis dit bon tant pis, je le prends pas. Il y a un autre roman qui vient de sortir et en fait je viens de voir une story Instagram où quelqu'un dit que c'est un immense coup de cœur. C'est la dernière saga de Alexiane Thiel, qui n'est autre que l'autrice de la saga des McCoy, dont je vous remets toutes les couvertures par ici. Et là, elle a sorti une saga qui s'appelle Le Dernier Conte. Le premier tome s'appelle Pomme d'Or. Et donc je vous lis rapidement le résumé. Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte C-O-N-T-E, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant. Un véritable prince charmant, même si pour cela elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes C-O-N-T-E. Ça me tente vraiment beaucoup, enfin de base je pense que depuis les McCoy, tous les écrits d'Alexiane Thiel me tentent énormément, donc d'autant plus celui-ci, la couverture est cool, pareil je vous la mets ici, donc je vais me le commander aussi, je vais direct le mettre dans mon panier. Pourquoi attendre? Continuer mes achats, bien entendu. Ah oui, et le tome 2 est déjà sorti. Alors on va se détendre, on va déjà lire le tome 1, voir si potentiellement j'arrive à rentrer dans l'histoire, même si clairement je pense que oui. J'ajoute QQ à mon panier. Et il y a un autre livre qui me tente, c'est Du bout des doigts de Sarah Waters. Je vous explique pourquoi. Je regardais la dernière vidéo d'Estelle Petite Lectrice et en fait elle annonce dans sa dernière vidéo qu'elle va organiser une lecture commune autour d'un roman qui s'appelle Du bout des doigts de Sarah Waters. Déjà la couverture, pareil je vous la mets ici, qui clairement m'attire beaucoup, mais c'est surtout le résumé et le sujet qui m'a intriguée. Je vous lis là également le résumé. Héritière moderne de Dickens, mais aussi Sappho et des libertins, Sarah Waters nous offre une vision clandestine de l'Angleterre victorienne, un envers du décor où les héroïnes de mariages secrets en amours interdits ne se conduisent jamais comme on l'attendait. Londres 1862, à la veille de ses 18 ans, sous Trinder, l'orpheline de Land Street, le quartier des voleurs, se voit proposer par un élégant, surnommé gentleman, d'escroquer une riche héritière. Orpheline elle aussi, cette dernière est élevée dans un lugubre manoir par son oncle, collectionneur de livres d'un genre tout particulier. Dans cette atmosphère saturée de mystères et de passions souterraines, Sue devra déjouer les complots les plus délicieusement cruels afin de devenir, avec le concours de la belle demoiselle de Briard, une légende parmi les cercles interlopes de la bibliophilie érotique. Héritière moderne de Dickens, bon, ça je vous l'ai déjà dit, puisqu'il le répète, mais vous voyez un petit peu l'ambiance du truc. J'ai très envie de lire ce roman.
Et comme elle le disait très bien, il fait 768 pages. Donc si en plus c'est en lecture commune, ça encourage quand même plutôt pas mal. Donc de même, je l'ajoute à mon panier. Même si je me demande si j'essaie pas de le chercher sur Vinted, mais à la fois, tant pis. Tant pis si ça fera partie de mes lectures de février, parce qu'on est déjà le 26 et je me dis, le temps que je le reçoive, ça fait quand même un panier à 50 €. Est-ce bien raisonnable? Vous allez me dire, mais oui Laura, vas-y, c'est des livres. Les livres, c'est toujours très raisonnable. Mais quand même. Et à la fois, c'est vrai que dernièrement, j'ai acheté peu de livres parce que j'ai dans l'idée de finir, enfin de lire en tout cas ce qu'il y a dans ma palle. Enfin, j'ai acheté peu de livres. Si, en fait, je raconte vraiment des conneries puisque j'ai acheté quand même pas mal chez Momox pour le challenge Christie et pour le challenge écossais. Allez, j'y vais. On n'a qu'une vie, hein. Allons-y. Ça sera mon cadeau d'anniversaire très en avance. Bref, voilà. Donc, je voulais vous prendre là-dessus pour vous parler de ces 3 livres que je vais frénétiquement acheter de ce pas sur le site de la FNAC. En remerciant bien entendu Estelle, Alexiane et Cucu. Voilà, et je vous ferai un petit unboxing quand je les recevrai avec les 3 belles couvertures et je vous parlerai bien entendu de ces lectures quand je les aurai lues. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, très intéressante la dernière vidéo d'Estelle Petite Lectrice, puisqu'elle fait un petit laïus sur la littérature, la romance fantasy, romance fantastique, étant donné qu'il me semble que romance fantasy, romance fantastique, ce n'est pas la même chose. Je suis clairement novice dans le domaine. Je ne saurais même pas qualifier les rares romances que j'ai pu lire, typiquement les McCoy, je ne sais pas comment qualifier, c'est de la romance, de la new romance, de la romance fantastique, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle fait un laïus à ce sujet en disant que elle s'était fait un peu toute une image et toute une caricature un peu d'électrice de romance fantasy, romance fantastique, et que en fait elle-même commence un petit peu à s'intéresser à ce genre-là. Et ça a fait doucement écho avec vraiment mes lectures du moment, puisque dans le cas du challenge écossais, j'ai quand même lu dernièrement 3 romances, je ne sais plus si je ne m'abuse, et que vraiment j'ai beaucoup apprécié mes lectures. J'ai passé à chaque fois d'excellents moments, et que je pense, étant donné qu'on voit beaucoup de réels sur Instagram, de personnes qui présentent des livres en disant sous-côté, sur-côté, etc., je pense qu'en effet la romance, la new romance, la romance fantasy, la romance fantastique sont, je pense, des romans sous des genres sous-cotés et plutôt mal perçus en fait, malheureusement, puisque rappelons-le, le principal étant, lorsqu'on lit un livre, de se faire plaisir, peu importe le genre que c'est. Et c'est vrai que c'est des genres qui ont tendance à être un petit peu dénigrés, et c'est bien dommage parce que franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de... Là, alors, je pense que c'est pas un hasard, mais je tombe sur beaucoup de comptes et beaucoup de vidéos Instagram et de posts sur ce genre. Et en fait, je me rends compte que vraiment, il y a des lectrices qui sont vraiment passionnées, qui sont de très bons conseils. Et c'est surtout que ce sont des livres absolument somptueux, en fait, avec du jaspage, avec des couvertures en relief. Enfin, vraiment, il y a un travail éditorial sur ce genre qui est assez incroyable. Bref, genre sous-côté, je ne sais pas ce que vous en comptez, ce que vous en pensez, mais pour moi, clairement sous-côté. Voilà, allez, je m'arrête là. Je vais valider ce panier avant de changer d'avis. Je vais retourner à ma lecture de 5 petits cochons d'Agatha Christie. Et puis, dans tous les cas, je vous reprends plus tard, comme d'habitude. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis toujours dans ma lecture de 5 petits cochons d'Agatha Christie que j'aimerais vraiment définitivement terminer ce soir. Je vous expliquerai dans la suite de cette vidéo pourquoi. C'est une lecture que j'ai adorée, mais que j'ai lue avec une lenteur vraiment relativement déconcertante. Mais je pense avoir l'explication que je vous donnerai du coup une fois que j'aurai fini la lecture pour vraiment faire un retour, un update complet. Toujours est-il qu'aujourd'hui je reviens avec 3 réceptions qui sont l'objet d'un achat clairement compulsif qui est arrivé d'un coup d'un seul comme ça sans prévenir. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, faisons-nous plaisir, ne réfléchissons pas trop de temps en temps. Et là, vraiment, j'ai juste pas réfléchi, mais ces 3, on va dire, achats ont de bonnes raisons d'exister. Si on peut dire qu'ils ont vraiment
de bonnes raisons d'exister. Mon mec me dirait que ces achats n'ont pas de bonnes raisons d'exister. Mais pour moi, si. Je commence par un livre, un achat qui a été grandement motivé et uniquement motivé par Estelle Petite Lectrice. Il s'agit du roman Du bout des doigts de Sarah Waters. Mais en fait, ce sont les achats que j'ai fait. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai déjà fait un bout de vidéo là-dessus. En vous donnant d'ailleurs les résumés de chaque livre. Donc, je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc il y avait le Sarah Waters du bout des doigts, qui est un roman qui se déroule au 19e siècle, pardon, et qui me tentait vraiment beaucoup. En fait, c'est autour de l'univers un peu clandestin de l'Angleterre victorienne, autour de mariages secrets, d'amours interdits, un roman décadent et virtuose. Voilà un petit peu ce que nous dit les éditions 10-18, ou en tout cas ce que les éditions 10-18 ont décidé de mettre en avant. Alors, la police d'écriture est vraiment toute petite et c'est un roman qui fait pas moins de 800 pages, quasi 750, mais la grande motivation est qu'il s'agit 1 d'une lecture commune, 2 d'une autrice que je ne connais pas et 3 d'un classique. Et surtout d'un classique qui explore des thématiques que je n'ai absolument pas l'habitude de lire dans des romans classiques. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup intriguée. Donc voilà pour cette réception. Seconde réception, et ça vous comprendrez pourquoi, puisque on en est tous et toutes là à un moment donné de notre vie de lecteur et de lectrice, à savoir que on va voir un livre, on ne sait absolument pas de quoi ça parle, on n'a même pas besoin de lire le résumé, mais on regarde la couverture et on se dit « Il me faut ce livre, j'aime trop la couverture, je dois acheter ce livre ». Cucu en fait partie. Cucu de Camille Emmanuel, édité chez Verso. Dès que j'ai vu cette couverture circuler sur les réseaux sociaux, je l'ai tout de suite mis dans ma wishlist de Glyph parce que j'adore cette couverture. J'adore la couleur. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de cet objet. Voilà, alors peut-être que vous ne penserez absolument pas la même chose, mais j'adore ce livre. Pareil, je ne vais pas vous relire le résumé puisque vous l'avez précédemment, mais c'est indiqué que c'est hilarant, engagé, la comédie romantique que vous attendiez sans savoir que vous l'attendiez. C'est son premier livre qui est d'ailleurs en cours d'adaptation. Et c'est une journaliste, scénariste et auteure qui s'est spécialisée sur les questions de sexualité et de genre. Et vraiment, je pense que je vais le dévorer ce livre. Et je pense même que ce sera mon prochain livre après 5 petits cochons d'Agatha Christie. Et troisième réception, le dernier conte d'Alexiane Thiel. Pareil, regardez-moi ça avec la lumière du jour, ce que ça donne. C'est merveilleux, c'est magnifique. Écrit par Alexiane Thiel qui n'est autre que l'autrice de la saga des McCoy, que j'ai juste là ici, que je ne vous présente plus bien entendu parce qu'à un moment je pense que vous allez clairement m'exclure de la planète Bookstagram, Booktube et compagnie parce que les McCoy nous en avez jusque là. Toujours est-il que j'avais vraiment hâte de découvrir ce qu'elle nous avait fait, Alexiane Thiel, après les McCoy. Voilà pour les réceptions du jour. Je sais que j'attends d'autres romans de chez, j'en attends un de chez Fayard. Sûrement de chez Fleuve également, donc peut-être des réceptions à venir, mais toujours est-il que vraiment j'aimerais vous faire un update de 5 petits cochons que je vais peut-être terminer en déjeunant présentement, donc il est possible qu'avant de repartir travailler je vous fasse ce petit update comme ça à brûle-pourpoint dans le feu de l'action, mais toujours est-il que vraiment j'ai envie très fort de ce livre. Et celui-ci, on débute en lecture commune le 1er février. Et j'ai aussi en cours toujours Outlander. Voilà. Mais psychologiquement, en fait, j'ai besoin de lecture. J'ai besoin, en fait, d'avoir la sensation de commencer un livre et de le terminer
rapidement. Et là, dans Outlander et dans celui-ci, on sera sur de la lecture lente et progressive. Et du coup, j'ai quand même besoin, malgré tout, psychologiquement, en fait, j'ai besoin de me dire, allez, je lis et dans 2 jours, j'ai fini une histoire, je me suis plongée dans une histoire et ça m'a fait 2 jours, ça m'a fait 3 jours, 3 jours maximum. Sauf pour 5 petits cochons, c'est une exception, mais ça, je vous en dirai plus peut-être tout à l'heure, ou ce soir, ou demain, mais en tout cas, très bientôt. Et coucou tout le monde, et me revoici avec, comme promis, la fin de lecture de 5 petits cochons d'Agatha Christie. Je vais vous en parler assez rapidement, parce que forcément, comme c'est une enquête Hercule Poirot, je ne vais pas trop vous en dire. Toujours est-il que, je ne sais pas si vous connaissez 5 petits cochons, donc pour rappel, c'est le premier livre du mois de janvier dans le cadre de l'initiative qui s'appelle Reading Christie, pardon, que j'ai découvert grâce à Magdalena Triple L de Mag. Et donc le premier livre, c'était celui-ci. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'était le premier livre du challenge de l'initiative, mais aussi le premier livre d'Agatha Christie que je lisais de toute ma petite vie. Et j'ai plutôt bien aimé, avec malgré tout quelques petits points négatifs, enfin surtout un. Pour rappel quand même malgré tout, donc il s'agit d'une affaire d'Hercule Poirot, le fameux Hercule Poirot, dont on entend énormément parler, comme Miss Marple, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai eu aussi l'impression d'avoir déjà lu du Agatha Christie, parce que j'ai vu des adaptations d'Agatha Christie, parce que j'ai lu des romans qui s'inspiraient de l'univers d'Agatha Christie, et j'ai toujours eu cette sensation d'avoir vraiment lu du Agatha Christie. Or non. Là, en fait, il s'agit de l'histoire de Amyas Creil, qui est un peintre célèbre, qui est empoisonné a priori par sa femme Caroline. Caroline qui du coup est condamnée. Et avant son décès, elle laisse une lettre à sa fille, Caroline, du coup. Caroline laisse une lettre à sa fille, pardon, en lui disant en clamant en tout cas son innocence. Et donc sa fille décide de faire appel à Hercule Poirot pour un peu faire la lumière sur toute cette affaire et sur cette, on va dire, faute un petit peu dans l'enquête, puisque Caroline Creil a été condamnée, alors qu'a priori elle est innocente, mais toujours est-il qu'elle n'a jamais clamé vraiment son innocence, juste voilà, avant son décès auprès de sa fille. Et donc Hercule Poirot va aller à la rencontre de tous les protagonistes de cette affaire, à la fois les avocats, les avoués, le juge, etc., mais à la fois les personnes qui étaient présentes lors du décès de Amyas Creil. Donc il y a plusieurs personnages, ils sont 5 en tout, d'où 5 petits cochons. Et en fait, Hercule Poirot va aller les rencontrer, va un petit peu leur poser la question. Est-ce que vous pouvez me redire ce qui s'est passé ce jour-là, un petit peu l'avant, l'après, comment chacun réagit, et vous, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, etc., etc. Chacun va un petit peu donner son rapport, et Hercule Poirot va un petit peu faire un petit mix de tout ça, un petit mélange, sa petite tambouille, et il va a priori réussir à trouver qui est le véritable coupable. J'ai bien aimé en fait le côté hyper théâtral de l'écriture d'Agatha Christie. Je m'attendais absolument pas à ça. Les dialogues sont très dynamiques. Il y a beaucoup de dialogues. Hercule Poirot va droit au but. J'ai adoré la personnalité d'Hercule Poirot, son flegme, mais à la fois cette capacité à jouer de temps en temps un personnage pour arriver à ses fins, de s'adapter en tout cas aux témoins qu'il peut avoir en face de lui et pour réussir à lui faire dire ce qu'il a envie qu'il avoue. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Après j'ai un peu moins adhéré malgré tout au schéma un peu narratif où on a le début de l'enquête du coup voulu par la fille de Caroline et Amyas Creil, et après il rencontre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième personne qui font leur rapport chacun, et à la fin il les réunit tous. Et en fait, à mon sens, ça manquait un peu de transversalité un peu entre tous ces personnages, et c'était relativement linéaire. Toujours est-il que j'ai passé un très bon moment, que c'est une belle première approche de l'univers d'Agatha Christie, et que je n'ai qu'une hâte, bien entendu, c'est d'être au mois de février, donc demain. Enfin, je vais pas commencer demain, mais en tout cas, de passer sur le mois de février pour lire la deuxième lecture, que je n'ai pas sortie d'ailleurs, mais je ne sais plus ce qu'on lit déjà. Mais c'est un Miss Marple, en tout cas. Je l'ai dans la liste là ou pas? Non, je ne l'ai pas dans la liste.
Mais en tout cas, voilà, ce sera un Miss Marple, l'occasion du coup pour moi de découvrir un autre personnage plutôt célèbre et fameux de l'univers d'Agatha Christie. J'ai du coup commencé hier soir QQ de Camille Emmanuel. J'ai lu une 60aine de pages. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand j'aurai plus lu, mais pour le moment j'adore. Je me régale vraiment, l'écriture est hyper fluide, c'est drôle, c'est... Je sais pas, je peux pas trop vous en dire pour le moment parce que vraiment sur un livre qui fait 250 pages, vous parler des 60 premières pages, c'est vraiment un peu dommage. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment je suis très contente d'avoir commandé ce livre et d'avoir commencé à le lire parce que pour l'instant je passe un très bon moment. Petite réception de la part des éditions Autrement, un livre de Miles Franklin, Ma brillante carrière, qui est un roman d'une autrice australienne qui est assez connue en Australie, qui a d'ailleurs donné son nom à plusieurs prix littéraires prestigieux en Australie. Je vous lis rapidement le résumé si ça vous intéresse. Sibylla Melvin naît en 1880 dans une famille de propriétaires terriens déclassés de l'outback australien. Elle aborde ses interminables journées de labeur durant lesquelles se morfond-elle, son esprit ronge des chaînes que rien ne peut briser. Elle rêve plutôt de devenir écrivain, aux grandes dames de sa mère qui déplore d'avoir enfanté une fille caractérielle, laide avec cela et sans aucun avenir. Lorsqu'elle l'envoie vivre chez sa grand-mère sur la riche propriété de Cadajat, la jeune fille est ivre de joie. Entre deux cavalcades endiablées, elle rencontre bientôt l'héritier du ranch voisin, Harold Beecham, qui semble apprécier son tempérament rebelle et ses réparties malicieuses. Et c'est heureux, car entre ses désirs d'émancipation et ses ambitions littéraires, Sibylla entend bien vivre libre en traçant son propre chemin. Donc c'est un roman d'apprentissage. Miles Franklin, pour information, est pionnière du féminisme en Australie. Et voilà, et en gros ce roman met en scène des personnages inoubliables de vérité et de fougue. Et j'ai vraiment été aussi très attirée par la couverture que je trouvais vraiment très belle. Donc il sort le 5 février je crois. Sans dire de bêtises, ouais, le 5 février. Donc peut-être que ce sera ma prochaine lecture après QQ et après je reprendrai du coup un petit peu le challenge écossais, mais en tout cas j'ai vivement très envie de le lire celui-ci. Autre réception cette fois-ci que je n'ai pas, pardon pour le bruit, que je n'avais pas encore ouvert et je suis très contente de le recevoir. Peut-être que j'en avais pas parlé ici, je ne sais plus, mais je suis partenaire Hauteville cette année dans la catégorie littérature générale et nous avons reçu le premier livre à lire dans ce cadre-là qui est... Alors je vais d'ores et déjà enlever le bandeau pour vous révéler toute la beauté de la couverture. Il s'agit de L'Empoisonneuse de Palerme. Je vous laisse admirer cette très belle couverture avec ces jolies petites têtes de mort, cette fiole, ces plantes. Meurtrière ou justicière, à vous d'en décider. Les petites cordelettes de pendu. Une formidable fresque historique inspirée par Giulia Tofana, l'empoisonneuse légendaire. Un roman haletant, fascinant, captivant, des personnages qui vous hanteront longtemps. Donc on est à Rome au XVIIe siècle où les hommes tombent comme des mouches sans que nul puisse l'expliquer. Caché dans les ruelles et les ténèbres de la ville éternelle, un mystérieux cercle d'empoisonneuses œuvre derrière la façade d'une boutique d'apothicaire. Depuis son enfance à Palerme, Giulia consacre sa vie à aider les femmes brisées, brutalisées, tantôt guérisseuses, avorteuses ou empoisonneuses. Quelques gouttes mortelles d'un poison indétectable lui ont permis de faire 1 millier de victimes, toutes des hommes. Tous des hommes du coup. Mais avec un pape nouvellement élu, déterminé à chasser les hérétiques et les sorcières, jamais Giulia et les femmes qu'elle a prises sous son aile n'ont couru plus grand danger. Récit de celle qui fut considérée comme la première tueuse en série de l'histoire. Voilà, j'ai aussi très envie de le lire. Je crois qu'il est sorti, il me semble qu'il est déjà sorti ou qu'il sort début, non il sort début février. Je pense que ça va être mes 2 prochaines lectures un petit peu actuelles sur le mois de février. Et j'ai reçu également un colis des éditions J'ai lu, pareil que je n'ai pas encore ouvert. Ah yes, trop bien. Je suis trop contente parce que c'est Cocon Littéraire et les lectures de Manon qui organisent une lecture commune, leur lecture commune du mois de février sur
ce roman que vous avez sûrement vu circuler sur Instagram qui s'appelle In the Likely Event de Rebecca Yarros. 2011, 1 minute 30 après le décollage, l'avion qui devait emmener Nate Phelan au centre de formation de l'armée plonge dans le fleuve Missouri. Miraculeusement, il survit et sauve sa voisine Izzy Astor. Dès lors, leurs chemins se croiseront sans cesse jusqu'à ce jour fatidique à New York. 2021, Nate attend sur le tarmac de Kaboul. Il a pour mission d'assurer la sécurité de conseillers américains envoyés par la sénatrice Lorraine. Quand il reconnaît celle qui descend de l'avion, il en a le souffle coupé. Impossible, pas dans cet Afghanistan au bord de l'implosion. À partir de cet instant, Nate fera tout pour qu'elle rentre saine et sauve. Ah oui, c'est une femme de militaire, l'autrice, mère de 6 enfants. Ok, elle survit actuellement à l'adolescence de ses 4 fils, joueurs de hockey. J'avais très envie, alors déjà, je trouve que la couverture est vraiment très belle, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une couverture très anglaise, très américaine, enfin typée, éditorialement très typée sur ces romans-là. Un crash d'avion, 10 ans de rendez-vous manqué, une mission qui pourrait tout changer. Bon, bah je pense que j'ai mes trois lectures de début début février et j'ai reçu un autre livre, mais là du coup que je vais lire dans un autre cadre, qui s'appelle La montagne intérieure de Lionel Daudet, dans la collection j'ai lu qui s'appelle Les grandes latitudes. En fait je dois pour un magazine faire une sélection d'ouvrages autour de la montagne, de l'alpinisme, de l'hiver, de la nature, etc. Et dans ma sélection, je voulais mettre un livre de ce type et je suis tombée sur celui-ci qui est sorti en janvier. Et voilà, en fait c'est le récit de 3 expéditions au Groenland, au Canada et dans les Alpes. Je vous lis rapidement une citation du roman. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de présenter, c'est pas forcément non plus le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais j'aime bien de temps en temps. Je trouve que ce sont des livres de vie qui sont très inspirants. J'avais eu un coup de cœur absolument incroyable pour Africa Trek, le tome 1 et 2, je vous mettrai les tomes ici. C'est la famille Poussin, Sonia et lui je ne sais plus comment il s'appelle, qui sont partis tous les deux il y a de nombreuses années, il y a plus de 20 ans maintenant je pense. Ils sont partis d'Afrique du Sud et à pied ils ont longé toute la côte en fait africaine, la côte est africaine, pour remonter jusqu'en Égypte. Ils pensaient mettre 1 an, ils ont mis 3 ans, elle est tombée enceinte entre temps, et en fait leurs livres qui racontent leur voyage sont pleins d'anecdotes, sont pleins de rencontres humaines, sont pleins d'inspiration, et vraiment si vous aimez ce genre de livre, je vous invite vraiment à lire Africa Trek. Déjà le tome 1, c'est hyper cool, c'est hyper inspirant, et si vous voulez le tome 2 aussi. Et là voilà, on est vraiment sur ce type de roman. Donc je vous lis la petite citation qui vous donnera un petit peu le ton. Grimper ne se résume absolument pas à la simple ascension d'une montagne. Grimper, c'est forcément replacer la montagne dans son environnement, s'imprégner de l'état des lieux, intégrer l'ascension à venir. C'est mesurer l'infini de sa dimension et le zéro de notre petite personne. Et alors s'emplir, laisser venir le silence, la paix et la pureté. Voilà, du coup il a reçu le Piolet d'Or pour info en 93 pour une expédition et il vit à Saumur d'ailleurs en ce moment. Voilà, il est connu pour ses ascensions en solitaire et en autonomie, ainsi que pour son éthique puriste. Voilà, donc je sais pas si je vous en reparlerai ici, parce que c'est vrai que c'est pas... je sais pas si ça vous intéresse en fait ce genre de livre, mais voilà, merci encore en tout cas aux éditions J'ai lu, à Hauteville et aux éditions Autrement pour l'envoi de ces livres. Et je pense que je clôturerai la vidéo demain samedi avec peut-être un update de QQ, ou en tout cas je sais que je pourrais un peu plus vous en parler que là les premières 60 pages. Voilà, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais là c'est la fin de la pause déj, j'ai une réunion à 14 h, donc il faut vraiment que je trace, mais dans tous les cas, comme d'habitude, je vous reprends demain, comme ça vous pourrez visionner cette petite vidéo dimanche en fin de journée. A plus. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier petit bout de vidéo avant de clôturer la vidéo de la semaine avec un livre terminé, un livre bien commencé et un livre reçu. Je vais commencer par le livre reçu de la part des éditions Fayard. Alors comme d'habitude, je vous ai épargné le bruit de l'ouverture de l'enveloppe. Alors il s'agit de
Virgin in Porn de Camille Kouas. Voici du coup le petit bébé que j'ai reçu de la part des éditions Fayard. Et il s'agit du coup, alors déjà j'étais très attirée par la couverture qui je trouve n'est absolument pas habituelle. Donc il s'agit bien d'un roman, ce n'est pas un graphique, ce n'est pas une bande dessinée. Dessus c'est marqué, moi c'est Loli, j'ai 25 ans, je travaille avec mes parents pour la petite entreprise familiale de porno. Je suis encore vierge, mais c'est un secret. Là, c'est marqué, après avoir travaillé avec mes parents qui produisaient du porno, je suis devenue scénariste. J'ai notamment coécrit Lupin, Vortex et Les Bracelets Rouges. Virgin in Porn est mon premier roman, c'est une réflexion sur le sexe et l'amour. C'est drôle, mais aussi émouvant. Et je pense qu'on est sur un livre autobiographie. Alors, j'ai un doute du coup. J'ai un doute parce que du coup là vous voyez ce que je viens de vous lire est dit par ce personnage du coup c'est indiqué Camille et Camille Kouas est l'autrice, donc il doit y avoir un, si ce n'est complètement autobiographique, peut-être un semblant d'autobiographie. En tout cas je vous redirai ce que ça donne, mais je sais pas, je trouvais que le résumé était assez intriguant, assez drôle. Ça m'a aussi fait penser à ce livre là dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais en tout cas voilà. Après la couverture, je suis très sensible aux couvertures en ce moment, vous l'aurez remarqué, mais voilà, écoutez, je vais vous lire ça, je vous dirai ce que j'en pense. Il est sorti là il y a quelques semaines je crois, janvier 2025, voilà, donc il est sorti le mois dernier. Je suis très curieuse, dites-moi si vous l'avez vu passer. Moi je l'avais pas beaucoup vu passer, et c'est vrai que la seule publication des éditions Fayard que je suis a fini de me convaincre de lire ce roman. Donc merci beaucoup aux éditions Fayard pour cet envoi. Un update lecture cette fois-ci avec le livre de Camille Emmanuel qui s'appelle Cucu, que vous avez vu je pense passer en long, en large et en travers. Cette comédie romantique hilarante et engagée. Alors je l'ai lu en 2 jours je pense, je l'ai mais littéralement dévoré. Il s'agit de Marie Couston qui est prof de français et qui donne également des cours de littérature féministe au sein d'un collège ou d'un lycée, non d'un lycée je pense plus, qui pour un petit peu boucler les fins de mois écrit de la romance pour une maison d'édition. Et à un moment, la maison d'édition lui demande de pousser ses romances plutôt vers le genre de la dark romance. Si vous ne connaissez pas la dark romance, et ce que moi j'en ai compris, c'est un genre de la romance. Vous avez la romance et dedans vous avez la new romance, la romance fantasy, la romance fantastique, la dark romance notamment. S'il y a des spécialistes de la romance qui en savent un petit peu plus, n'hésitez pas à laisser en commentaire voilà, des indications si je me trompe. Mais en tout cas, la dark romance, c'est une romance où le personnage masculin est très misogyne et où se mettent en place des moments de violence et de maltraitance vis-à-vis du personnage féminin. Et je trouve que le personnage féminin y éprouve un certain plaisir dans ce rapport un peu violent, les rapports de force. Et du coup, donc on demande à Marie, le personnage du livre Cucu, de basculer un peu dans la dark romance avec ses personnages principaux. Et en fait, elle refuse de se laisser soumettre à ce genre, parce que Marie est un peu féministe. Et elle décide tout simplement, au début du roman, elle écrit voilà, son histoire, l'histoire avec ces 2 personnages de Beverly et James Cooper. Et elle décide en fait tout simplement que James Cooper, dans son livre, va mourir étouffé avec un petit four. Parce qu'elle en a marre en fait d'écrire ce genre de dark romance. Donc elle va se coucher un peu éméchée, et le lendemain matin il se trouve que James Cooper, le milliardaire égocentrique, est assis sur son canapé. Et il va falloir qu'elle vive quelques longues semaines avec ce James Cooper à ses côtés. Bien entendu, lui ne comprend absolument pas ce qui se passe, il débarque dans un monde qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus appeler son avocat, il va falloir qu'il apprenne que la vie a un coût et que non, on ne s'habille pas en costard Armani tous les jours. Et ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est bien entendu l'humour. C'est vraiment... Alors oui, c'est une romance, mais vraiment, je trouve qu'en fait, la romance n'occupe vraiment pas... je trouve que la romance occupe, allez, on va dire 30% du roman. Le reste, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sous couvert d'une pseudo-romance, l'autrice va justement poser la question
de la valeur et du pourquoi et proposer une espèce d'analyse, alors tranquille hein, l'analyse, mais une espèce d'analyse sur qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui à lire aux adolescentes quand on leur met sous la main, ou en tout cas quand elles choisissent d'acheter de la dark romance. Est-ce que du coup c'est bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de leur montrer un aspect de la féminité qui n'est pas forcément en adéquation avec la femme d'aujourd'hui, ou au contraire est-ce qu'il est intéressant et important qu'à travers ce genre de roman elle puisse assouvir certains fantasmes qui n'ont du coup pas lieu d'être dans la réalité, puisqu'elle le refuserait tout bonnement. Mais voilà, je trouve qu'en fait Camille Emmanuel aborde toutes ces notions et c'est hyper intéressant. En plus Camille Emmanuel de base est une autrice, de ce que j'ai compris, de romance elle-même, donc elle a un petit peu de connaissances dans ce domaine littéraire. Et par là, elle va également ajouter quelques propos un peu féministes, puisqu'elle va apprendre à ce James Cooper, l'homme parfait, que oui, la femme n'est pas forcément 100% imberbe, que oui, la femme a ses règles, que oui, il est possible d'avoir des rapports quand on a nos règles, que oui, la femme peut éprouver du plaisir en solitaire et qu'elle n'a pas besoin d'un attribut masculin pour éprouver du plaisir. Et même elle, en fait, dans ses propos qui sont relativement féministes, où la femme prend le pouvoir de son propre plaisir, de ses propres désirs, elle va aussi malgré tout se poser la question pour elle-même de, mais au final, est-ce que cet homme hyper parfait, avec des tablettes abdominales de dingue, avec des yeux de folie, est-ce qu'au final, moi-même, je n'ai pas envie d'assouvir aussi, moi, certains fantasmes malgré tout, et quelle est la part un petit peu d'antécédent, on va dire, de ce qu'on m'a inculqué, moi, en tant que femme, dans le rapport homme-femme, où l'homme est un espèce de mâle alpha hyper puissant, et où, bah oui, des fois, ça titille et ça émoustille, et voilà, elle s'interroge un petit peu sur toutes ces questions, et j'ai trouvé que c'était hyper fin, hyper intelligent, la façon dont c'était tourné. Enfin vraiment, je vous conseille en fait ce livre. Je suis vraiment à la limite du coup de cœur. Vraiment, je lui ai mis un 5 sur 5 sans aucune hésitation. Je suis vraiment à deux doigts du coup de cœur avec ce roman-là. Mais vraiment, Cucu de Camille Emmanuel, si vous cherchez une petite pépite à lire, allez-y, si ce n'est déjà fait, vous ne serez absolument pas déçus. Et j'ai commencé hier soir In the Likely Event de Rebecca Yarros. Comme vous le savez, je l'ai reçu avant-hier. Je suis là pour le coup, pas du tout à la limite du coup de cœur. Je suis dans le coup de cœur. J'ai mis d'ailleurs une publication, une story sur Instagram ce matin en disant que j'étais dans un coup de cœur intersidéral. Oui, intersidéral, le mot est lancé. Je suis depuis hier dans un état qui m'arrive peu souvent où j'ai qu'une envie, j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon mec, j'adore mes enfants, mais là j'ai envie qu'ils sortent de la maison, d'avoir 4 heures tranquilles et de dévorer jusqu'à la dernière page ce livre. J'ai lu, voilà, j'ai lu à peu près la moitié, j'ai lu 230 pages, il en fait 500 et quelques, je suis littéralement fan des personnages, je suis littéralement fan de l'histoire, du contexte, de la façon dont c'est écrit. Je vous refais un petit topo, mais je l'ai fait déjà précédemment. On suit Nate et Izzy, pardon, j'avais Isabeau en tête, parce qu'Isabeau c'est son vrai prénom et elle se fait surnommer Izzy dans le roman, qui au début se rencontrent lors d'un vol en avion en 2011. Vol qui, ça je peux vous le dire parce que c'est dans le résumé, c'est vraiment au tout début, vol qui se termine plutôt mal et qui va être traumatisant pour les deux personnages. Et toujours est-il qu'au cours de leur vie, depuis ce crash, les deux personnages vont se retrouver à différents moments de leur vie et de façon complètement hasardeuse, où vraiment la destinée s'en mêle. Ce sont des personnages qui sont très forts, ce sont des personnages qui vont se retrouver au début donc dans un événement phare qui est le crash d'un avion, et qui vont se retrouver 10 ans plus tard en 2021 si je ne me trompe pas, en Afghanistan, dans un pays en guerre. Donc on est sur déjà deux extrémités temporelles où les choses sont très fortes et très intenses. Et entre-temps, voilà, on va, je crois que c'est 2014, puis sûrement après, mais là, j'en suis pas encore là. Mais voilà, il y a ces deux extrémités, 2011-2021. Entre-temps, il y a aussi de nouveau des rencontres. Mais vraiment, il y a ces deux moments forts qui vont encadrer leur histoire et qui vont faire que
on va ressentir tout au long du livre, ou en tout cas là sur les quasi 300 premières pages, de l'urgence, de la frustration, de la fébrilité, de l'angoisse aussi. Enfin, vraiment, c'est... En fait, on est né dans un espèce d'étau, vraiment, mais c'est absolument pas péjoratif. Hein. C'est vraiment, on est dans une bulle où là, bah, l'Afghanistan, il fait vraiment très très chaud. On est dans un contexte de guerre où le pays est complètement instable. Et au milieu de ça, il y a deux êtres qui occupent des places très importantes. Lui fait partie des forces spéciales, elle travaille pour une sénatrice. Et où vraiment on a le souffle coupé, mais dans tous les sens du terme. Et là vraiment, je pense que ce soir, enfin c'est pas je pense, c'est je le finis, même s'il faut que je me couche à 2 h du matin, je vais finir ce roman, je le sais. C'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'année 2025. Mais j'en mets en fait ma main à couper, même si je n'ai lu que les 300 premières pages de ce livre. Donc vraiment, si vous cherchez un roman pour vous emporter, ça, vraiment, ça, c'est... Mais alors, vraiment, sans aucune hésitation. Et je suis tellement contente, en fait, d'avoir découvert cette autrice, Rebecca Yarros, que je ne connaissais absolument pas. Et en plus, j'aime beaucoup la façon dont c'est édité. C'est rare que je vois ça, mais je ne sais pas si vous en rendrez compte à la caméra. Mais en fait, les marges sont hyper larges, ce qui fait que ça fait vraiment des bandeaux comme ça d'écriture. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur In the Likely Event de Rebecca Yarros. Mais voilà, je pense que ma prochaine vidéo va commencer sur l'update de ce roman. Alors, à moins qu'il y ait un twist final, j'en sais rien, qui vraiment me déçoit au plus haut point. Mais pour le moment, comme dans ma tête, ça peut ou se terminer merveilleusement ou très mal, je suis prête à tout. Mais toujours est-il que le cheminement vers cette finalité, pour le moment, c'est juste parfait. Vraiment, voilà. Je vous laisse là-dessus. Si, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Il y a, je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, le Nikon Film Festival. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Je connaissais l'existence du Nikon Film Festival. En fait, c'est un festival de court-métrage organisé par la marque Nikon qui a lieu tous les ans. Et là, en ce moment, sur leur site internet, vous pouvez voter pour les courts-métrages que vous préférez. Mais c'est surtout, le plus important, au-delà du vote, c'est que vous pouvez regarder des centaines et des centaines de courts-métrages de gens qui ont souhaité participer à ce festival. Je crois qu'on peut voter jusqu'à mi-mars, il me semble. Mais toujours est-il que je vous conseille d'aller, je vous mettrai en barre d'infos, le site internet du festival, et je vous conseille d'aller cliquer sur les plus vus. Et là, vous avez les pépites de nouveaux courts-métrages. Vraiment, le but de ce festival, c'est un petit peu de valoriser, ou en tout cas de découvrir les talents du cinéma un peu de demain. Il y a 2 contraintes pour participer. C'est qu'il faut que le court-métrage dure 2 minutes et il y a une thématique à respecter qui s'appelle Super Pouvoir. Je vous mettrai également le lien vers un court-métrage que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper bien foutu et qui est vraiment... bien dans son époque, dans les sujets actuels. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner ce petit... alors c'est même pas un petit tips, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas et si vous avez envie de regarder plein de courts-métrages gratuitement et de voir des choses à la fois originales, recherchées, hyper bien léchées, hyper bien foutues, hyper bien jouées, enfin bref, si vous voulez en gros voir de nouveaux talents, et bien Nikon Film Festival, allez-y, c'est hyper cool, surtout si vous aimez le cinéma et que vous êtes un petit peu... comment dire, attaché, on va dire, ouais, voilà, au cinéma. Je pense que ça pourra grandement vous intéresser. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et c'est déjà pas mal. Je vais du coup couper la caméra, finir le montage de cette vidéo, faire ma petite photo de vignette, vous le programmer pour du coup qu'il soit diffusé tout à l'heure vers 18 h 30. Et puis voilà, et puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore d'être présent, merci encore pour vos commentaires, pour vos encouragements. Et puis on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude.